politique, Dr Sango, je vais ouvrir ce débat avec vous. On a commenté tout au long de cette semaine, effectivement, le retrait de ces États de l'Alliance du Sahel, de la CEDEAO. Aujourd'hui, on s'intéresse. Alors, le fait est déjà là. Ils sont sortis. Quel impact maintenant dans la sous-région lorsqu'on connaît aujourd'hui la voie qu'a prise, du moins, qu'ont pris ces différents États. Il y a eu qui se sont réunis, entre autres, au sein d'une alliance, d'un groupe, l'Alliance des États du Sahel. Ces États sont sortis du G5 Sahel. Ces États sont sortis récemment de la CEDEAO. Alors, on imagine que les cartes sont redistribuées et surtout dans la sous-région ouest-africaine. Oui, Madame Sike Ndoumbe, il faut savoir que il n'existe pas d'action sans conséquence. Chaque action que l'homme pose, que l'humanité pose, il y a toujours des conséquences. Oui. Dans une certaine mesure. C'est dans cette logique-là que le retrait de ces trois pays de la CEDEAO aujourd'hui ne peut pas passer sans conséquences. Vous avez parlé des conséquences et des implications géopolitiques. Oui. Elles sont nombreuses. Et je pense qu'à mon avis, on peut les cerner dans une double dimension. D'abord, la première dimension, c'est sur la dimension interne qui concerne même cette sous-région-là. Parce que nous sommes en train de voir aujourd'hui que la sortie de ces trois pays-là de la CEDEAO est en train de reconfigurer même de manière géopolitique cette sous-région-là. Parce que ces trois pays-là sont en train de construire un nouveau départ, ou si vous voulez, une nouvelle trajectoire qui pourra aussi, au même titre que ces institutions coloniales qui fonctionnaient jusque-là, se positionner comme un véritable outil pour essayer d'implémenter leur nouvelle vision qui semble être aujourd'hui totalement antagoniste. Bien sûr, différente avec des anciennes. L'ancienne vision. Donc, la première implication, c'est d'abord cela. Nous sommes en train de voir que dans les jours à venir, ces trois acteurs-là sont en train de tenter de mettre sur pied une organisation d'intégration sous-régionale qui sera cette fois-ci portée par des nouveaux acteurs. Parce qu'il faut le dire que dans ce combat panafricaniste que nous sommes en train de mener aujourd'hui, il y a également la problématique du leadership qu'il faut prendre en compte. Parce que l'un des éléments qui a empêché la libération et le développement du continent africain, c'est ce manque de leadership-là. Donc on assiste donc aujourd'hui, à travers ces trois acteurs-là, à une irruption d'un nouveau leadership visionnaire qui est caractérisé aujourd'hui par la détermination et le volontarisme de construire une nouvelle Afrique différente. Donc, en tant que tel, dans les jours à venir, vous ne soyez pas surpris que l'organisation de la CEDEAO, à défaut de se réformer pour essayer de s'adapter à cette nouvelle donne, ou du moins pour essayer à faire résistance ou faire face à cette nouvelle organisation qui est en train de se créer, risque de disparaître totalement. Risque de disparaître parce que, à mon avis, le contexte, n'est-ce pas ici, est intéressant. Le contexte, n'est-ce pas ici, le veut. Ces trois États-là, aujourd'hui, sont en train de mettre sur pied une nouvelle dynamique qui pourra, n'est-ce pas, porter les intérêts et les objectifs de cette localité-là. C'est pas pour vous couper. Vous pensez que ces trois États, la CEDEAO ne peut pas survivre après la sortie de ces trois États? Il y a quand même des États africains qui sont considérés comme des États puissants quand même au sein de la CEDEAO. Oui, ça sera difficile. C'est vrai que je ne veux pas être pessimiste, mais ça sera difficile pour cette organisation-là de survivre. Du moins, aujourd'hui, nous voyons tous qu'elle est totalement fragilisée. C'est vrai qu'elle peut renaître à travers, n'est-ce pas, ici, la théorie de Aubry, qui dit qu'en réalité, parfois, lorsque une institution est en difficulté, elle peut renaître à travers la mise sur pied des mécanismes institutionnels de la dernière heure. Donc, ça peut arriver que face à cette difficulté-là,
que la CEDEAO utilise cette difficulté-là pour se restructurer et redevenir plus forte. Mais je pense que cette hypothèse-là est de plus en plus minimisable, compte tenu, n'est-ce pas, de cette configuration qui est en train de naître aujourd'hui. Donc, sur le plan interne de cette sous-région-là, voilà ce qu'il faut comprendre. Maintenant, sur le plan international, il y aura également d'autres implications géopolitiques parce que on voit que cette trajectoire nouvelle qui est en train d'être portée par ces trois États-là capte aussi l'adhésion au niveau international à travers un certain nombre de partenaires des pays. On voit que les pays comme la Russie, par exemple, les pays comme la Chine et bien d'autres pays qui, la Turquie qui se caractérise par une vision différente du capitalisme, semblent être, n'est-ce pas, ici en phase avec ces trois acteurs-là. Donc, nous sommes en train de vivre sur le plan international aujourd'hui une sorte de rebipolarisation du monde où on risque d'avoir, n'est-ce pas, ce schéma de deux grands axes, deux grands pôles, à l'exemple de la guerre froide. Sauf qu'à la différence de l'époque de la guerre froide, aujourd'hui, nous sommes dans une logique où cette bipolarisation-là sera beaucoup plus orientée vers l'instauration d'un monde multipolaire. Parce que on voit que le travail de ces trois leaders de l'AES Sahel, en collaboration avec ces pays partenaires sur le plan international qui ne voient pas la vie comme les capitalistes, travaillent pour que le monde soit équilibré, pour que le monde ne soit pas dicté par un bloc. Donc, à mon avis, je pense qu'aujourd'hui, nous sommes en train de vivre l'avènement d'un nouveau type de système international qui est en train d'être joué, ce qu'on appelle la nouvelle donne internationale, c'est-à-dire le nouveau type du système international, parce qu'il faut rappeler que du point de vue historique jusqu'ici, le monde a connu les deux types de systèmes internationaux, d'accord, le système unipolaire où les États-Unis ont gouverné le monde sans un contrepartie, où ils se sont donné le torse d'être gendarmes du monde après la chute de l'URSS, et le système bipolaire à l'époque où on avait l'URSS et l'axe de l'Ouest. Donc aujourd'hui, il manque le dernier type d'expérimentation du système international qui est de plus en plus la multipolarité. La multipolarité qui est en train de se jouer aujourd'hui, et je pense que le contexte est correct. Le contexte aujourd'hui l'accompagne. Et dans les jours à venir, je pense que on risque d'avoir des adhésions dans cet axe de l'AES Sahel. On risque d'avoir des pays qui vont, n'est-ce pas, essayer adhérer à cette alliance-là pour que dans les jours à venir, cette alliance-là se consolide davantage. Et je sortirai en disant que cette façon de faire là aujourd'hui peut être un atout parce que nous assistons sur le plan international à ce que j'appelle souvent la défractation des pôles de centralité, où nous voyons que ceux qui étaient forts hier aujourd'hui sont de plus en plus fatigués, du moins ils ont déjà été rattrapés et ils sont en train d'être dépassés par un nouvel pôle qui est porté cette fois-ci par les BRICS, et en collaboration avec ces pays qui pensent qu'un monde multipolaire peut aussi être possible à côté, n'est-ce pas, de ce monde unipolaire qui est aujourd'hui dépassé et passéiste. Merci à vous.